Bienvenue dans les cartes postales de demain, le podcast de l'ANAP qui explore les futurs du système de santé. L'ANAP a recruté des experts vivant dans le futur pour alimenter ses travaux de prospective. Cet été, ils écrivent des cartes postales de demain à Aurélie, salut, et Émilie, hello, les responsables de la veille prospective et internationale. Dedans, ils nous partagent leur quotidien. Ah, l'été arrive, enfin un peu de calme. Aurélie, regardons ce qui est arrivé au courrier cette semaine. Alors, pour la cellule Veille internationale et prospective, on a les carnets d'exploration de l'ANAP, un courrier du CHUM de Montréal sur la journée Perfia dédiée aux usages de l'IA en établissement du 14 octobre, et notre première carte postale du futur, en date du 17 juillet 2035, seul dans un monde de 9 milliards de personnes. Bonjour Aurélie et Émilie, vous voulez des infos sur ma summer routine? Je vois pas bien ce que ça peut vous faire, mais allons-y. Bon, c'est l'été en ce moment, apparemment. Pour les gens, l'été ça veut dire fête, barbecue, plage, apéro, avec la famille, les potes. Mais pour moi, l'été, ça veut rien dire, à part qu'il fait chaud, surtout en ce moment. Sinon, je fais comme d'habitude, je suis sur Tiverse. C'est le successeur de Twitch pour vous les vieilles. Le truc où on regarde les gens jouer en direct. J'y passe des heures, presque mes journées entières dans des univers complètement fous. Et comprenez bien, je suis dans l'univers, alors que je suis chez moi. On est carrément plongé dans le truc. C'est hyper cool. Je joue, je discute avec les streamers que je follow. Franchement, je considère même certains comme des amis à force. Même si je les ai jamais vus en vrai, mais c'est tout comme. Après, je traîne pas mal sur YouTube. Je crois que ça s'appelait comme ça déjà en 2025. Je fais ça le soir souvent, ça me permet de chill un peu et de m'amuser à générer mes propres contenus. J'aime bien créer des documentaires animaliers, mais qu'avec des animaux fantastiques. J'ai quand même un assistant IA, Jerry. Il me rappelle mes médocs, même à gérer les trucs chiants, comme la livraison de mes courses ou mes rendez-vous. On discute même parfois. Il dit que je suis anxieux, mais moi je dis juste que j'aime bien être tranquille. Sinon je vois quand même une psy en ligne, mais j'oublie souvent. C'est censé être pour gérer mon anxiété, mais moi je me considère pas comme anxieux, J'ai juste pas envie de sortir de chez moi. En même temps, faut me comprendre. Ça fait 10 ans que je bosse en full remote ou 100% télétravail. Enfin, avant. Parce qu'en vrai, ça fait 4 ans que j'ai plus de boulot. J'étais développeur web, mais ce métier il n'existe plus. Maintenant, les boîtes veulent que des ingénieurs de prompt, comme ils disent. C'est pas du tout le même job, et j'ai pas vu le virage arriver, mon entreprise non plus. Zéro accompagnement. Alors voilà, aujourd'hui je bosse plus, je gère mon anxiété sociale, comme dirait ma psy, et je sors plus de chez moi. Mais c'est pas que ça, il y a aussi le monde dehors. C'est surpeuplé, il fait une chaleur étouffante, et il y a la maladie du mammouth qui circule. Oui, un virus sorti tout droit du permafrost à cause de la fonte des glaces. Et les autorités sanitaires font rien, c'est une honte. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à faire confiance à ma psy. Je suis sûr qu'elle est complice de tout ça. Bref, elle me parle souvent d'un programme qui s'appelle Livia Fragilité. Une IA qui cartographie l'isolement, détecte les fragilités des personnes et alerte les services sociaux quand quelqu'un décroche trop. Peut-être que c'est comme ça qu'elle m'a repéré, qui sait. Je trouve ça un peu intrusif, mais si ça peut aider les gens comme mon voisin Patrick, pourquoi pas. Patrick, justement, c'est un ancien instit. Plus de 70 balais, super cultivé. On se fait des sessions VR parfois, mais il sort plus trop non plus, et avec les grosses chaleurs, je check qui va bien. Donc ouais, on s'isole, mais on reste quand même connecté d'une certaine manière. Voilà pour ma summer routine. Je sais pas si ça vous aide, mais bon, j'ai une game qui commence. À plus. Signé Lucas. Pouf, sympathique. Mais un brin étrange, notre expert du futur. En tout cas, il nous a bien aidés, car on dirait que le problème d'isolement des jeunes et des personnes âgées n'est pas résolu en 2035, malheureusement. Oui, et on dirait que les environnements sont de plus en plus connectés, mais pas forcément plus humains, même en ville. Ça me fait aussi penser aux jeunes qui vivent reclus et ne sortent plus de chez eux pendant des années, là, au Japon. Ah oui, les hikikomori. C'est vrai que c'est un gros phénomène là-bas. D'ailleurs, il y a même un ministre japonais de la solitude depuis 2021. Ça a permis de reconnaître le problème de l'isolement social qui touche un Japonais sur 3 et de lancer des initiatives pour mobiliser la société civile autour de cet enjeu, comme les Tsunigari supporters. Ce sont des bénévoles qui sont chargés de créer du lien social dans leur quartier. Mais il y en a d'autres des pays qui cherchent à lutter comme ça contre l'isolement ? Bien sûr, oui, c'est un vrai problème de santé publique. En Angleterre, une visite chez le médecin généraliste sur 5 n'a pas de lien direct avec la santé et concerne uniquement des problématiques sociales comme l'isolement. Ah bon, tant que ça ? Mais oui, et du coup le NHS, le National Health Service anglais, a créé un nouveau type de soin, la prescription sociale ou social prescribing. Ça permet d'orienter les patients directement vers les travailleurs sociaux pour proposer des solutions non médicales aux problèmes des patients et répondre à leurs besoins pratiques, qu'ils soient sociaux ou émotionnels.
Mais concrètement, ça consiste en quoi ces soins ? Eh bien, ça peut être un coup de pouce pour rejoindre un groupe amical, un accompagnement à un cours d'art plastique ou la contribution à un projet de jardin partagé. Les activités en lien avec la nature sont recommandées car elles ont un impact démontré sur la santé mentale, la santé physique ou la solitude. Tout ça semble peu de choses, mais pour des personnes très isolées comme Lucas, en fait, c'est souvent insurmontable sans soutien extérieur. Ah mais tu vois, je me demande bien ce qui se passe en France. Tiens, je me dis, si on appelait Anne-Bérénice Simsac, tu sais, c'est une sociologue qui travaille sur le vieillissement chez Génératio, un cabinet d'études et de recherche. Ah mais oui, bonne idée. Attends, je l'appelle. Bonjour Anne-Bérénice, c'est Émilie et Aurélie de la Nappe. On vous appelle car on vient de recevoir une carte postale de nos experts du futur. Et on se demande ce qui se fait en France pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Une carte postale du futur ? Eh oui, c'est une longue histoire. Bon, il faudra me raconter ça à l'occasion alors. On se demandait, est-ce qu'il y a des initiatives en France pour lutter contre l'isolement des personnes âgées ? Alors oui, je dirais qu'un levier contre l'isolement, c'est peut-être de travailler au niveau des politiques publiques déjà. Et pour faire évoluer les politiques publiques locales liées au vieillissement, on peut s'appuyer sur la démarche Ville Amie des aînés, qui est un outil assez intéressant. C'est en l'origine, c'est un protocole de recherche qui nous vient de Vancouver, de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et les chercheurs ont identifié en fait différents aspects qui permettent à une ville d'être favorable au vieillissement actif. Et donc c'est intéressant parce que c'est une démarche qui est transversale et participative. On va travailler vraiment sur l'environnement global de la personne âgée, c'est-à-dire autant l'environnement bâti, donc l'habitat, la mobilité, la voirie, l'urbanisme, etc., mais aussi l'environnement social en fait. Et on va aussi travailler sur le lien social, la solidarité, les loisirs, la culture, la citoyenneté, etc. Et avec cette démarche, l'objectif, c'est de faire un diagnostic participatif du territoire pour élaborer une gouvernance partagée, mais aussi un plan d'action à 6 ans. Donc c'est un outil qui me semble assez intéressant, surtout que maintenant, il y a la possibilité aussi d'avoir un label Ville Amie des aînés pour les communes, et c'est un outil en fait à la fois de suivi et d'évaluation de la démarche. Donc c'est assez structurant en fait au niveau local. Ah oui, en effet, c'est intéressant. Mais ça s'applique partout pareil, parce qu'en fait, je me demande vraiment si c'est pareil de vieillir en ville, à la campagne, sur le littoral ou autre. Alors oui, effectivement, c'est pas du tout la même chose en fonction des différents territoires, et il y a des enjeux spécifiques en fonction du territoire où on se trouve, et à la fois liés à la typologie du territoire, mais aussi à sa démographie. Et par exemple, avec Génératio, on a réalisé une étude qui traitait du vieillissement sur les territoires littoraux spécifiquement, puisqu'on a eu la chance d'accompagner plusieurs villes littorales dans le cadre de nos accompagnements Ville Amie des aînés, et on a vu qu'il y avait des spécificités sur ces territoires. Alors d'un point de vue démographique, puisqu'il y a beaucoup de personnes âgées qui habitent en territoires littoraux, mais aussi du point de vue climatique, c'est-à-dire que c'est des territoires qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Et donc on a choisi de croiser ces deux enjeux-là pour identifier les spécificités et les enjeux du vieillissement dans ce type de territoire. Donc on a fait une étude exploratoire et on a mis en évidence 10 grands enjeux. Dont notamment des enjeux concernant l'isolement des personnes âgées, puisqu'on a pu identifier des enjeux qui concernent l'accueil des nouveaux arrivants sur ces territoires, puisqu'ils arrivent assez nombreux au moment de la retraite. Donc comment les villes peuvent accompagner au mieux ces nouveaux arrivants qui vont arriver, mais aussi lutter contre l'isolement, puisque quand on arrive sur un nouveau territoire et qu'on connaît pas grand monde, et pour peu qu'on perd son conjoint par exemple ou ce genre de choses, on peut se retrouver assez isolé sans connaître forcément le tissu local qui peut permettre d'aider dans ces moments-là. Et c'est vrai qu'en fonction du territoire sur lequel on vit, on a des enjeux qui sont tout à fait différents en fait concernant le vieillissement. Merci beaucoup. En tout cas, on comprend bien que l'isolement, ce n'est pas juste une question de bien-être individuel ou même de santé, mais c'est surtout une question d'adaptation des territoires. Mais voilà, heureusement qu'on voit ces initiatives émerger. Ah complètement. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Et surtout, vous n'oublierez pas de me raconter cette histoire de carte postale du futur. Hein. Ah oui, on n'y manquera pas. Allez, salut. Salut. Tu vois Aurélie, ce dont je me rends compte, c'est que finalement, la situation de Lucas et Patrick n'arrivera que si on ne fait rien aujourd'hui, si on reste passif face à ce problème de l'isolement. Or, ce n'est pas le cas, on ne fait pas rien, il y a des choses qui bougent. Ouais, je réfléchissais à ça aussi. Je suis en train de me dire que ce que Lucas nous décrit, c'est ce qu'on appelle en prospective un scénario tendanciel, en fait. Oh là, tu me perds avec ton jargon de prospectiviste. Non, mais un scénario tendanciel,
C'est simplement un futur possible qui prolonge les tendances actuelles, en laissant de côté les signaux faibles ou les initiatives encore limitées. Ah, mais tu recommences, c'est quoi des signaux faibles ? Oui, pardon, un signal faible. C'est un phénomène émergent qui peut modifier une tendance lourde ou bien en faire naître une autre. Ça peut être une annonce politique, une création d'entreprise, une nouvelle innovation. En fait, c'est des indices qui nous montrent que la situation évolue en gros. Et dans notre cas, le dispositif de prescription sociale en Angleterre dont tu nous as parlé, c'est un signal faible. C'est une démarche qui pourrait à terme réduire, voire faire disparaître l'isolement des personnes âgées. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on peut encore agir et construire ensemble un futur plus humain. Espérons que notre prochaine carte postale venue du futur ira dans ce sens. Ouais, bon, allez, on a du pain sur la planche. Ce podcast vous a plu ? Découvrez chaque semaine jusqu'à la fin de l'été une nouvelle carte postale de demain de la nappe. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes et laissez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. La nappe, l'expertise en partage.